Bonsoir, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Télé Sud, jeudi 26 janvier. Voici les titres de cette nouvelle édition. Alassane Draman Ouattara et Nicolas Sarkozy ont signé cet après-midi à l'Élysée un nouvel accord de défense et de sécurité entre la France et la Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite d'État de 3 jours du président ivoirien en France. Lors d'une brève déclaration à la presse, le président français Nicolas Sarkozy a aussi fait part de son admiration pour le courage et la ténacité du président ivoirien qui a une obsession: asseoir durablement la démocratie. Le Canada a finalement expulsé Léon Mugesera. Pendant 16 ans, Léon Mugesera a tenté d'éviter son expulsion vers le Rwanda, mais le présumé penseur du génocide a perdu sa bataille. Son atterrissage et Kigali ont été immédiatement salués par le gouvernement rwandais. Les Pays-Bas vont débloquer 10 milliards de francs CFA d'ici 4 ans pour soutenir les programmes d'assainissement et d'eau au Bénin. Cette aide est prévue par un mémorandum d'entente qui aborde les thèmes de gestion intégrée des ressources en eau, l'eau pour la sécurité alimentaire et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement relatif à l'eau et l'assainissement. Et tout de suite, rencontre au sommet entre la Côte d'Ivoire et la France, aujourd'hui à Paris. Arrivé hier après-midi pour un voyage officiel de 3 jours, le président ivoirien Alassane Draman Ouattara s'est entretenu il y a quelques heures avec son homologue français, Nicolas Sarkozy. La rencontre a été marquée par la signature d'un nouvel accord de défense et de sécurité, un accord qui renforce la coopération entre les deux pays et qui confirme le soutien de la France à la Côte d'Ivoire. Récit Linda Robert. Des retrouvailles officielles sous le sceau d'une diplomatie réglée avec minutie. Alassane Ouattara et Nicolas Sarkozy, 20 années d'amitié qui transparaissent dans ce cadre formel. La signature d'un traité de défense confirme l'embellie de la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Un traité qui clarifie au grand jour la convention militaire passée entre les deux pays et succède à l'entente secrète des années 60. Je rappelle souvent à certains de nos partenaires que la France, notre premier président, a été membre du gouvernement français sous la 4e République. C'est dire l'étroitesse des liens historiques, des liens d'amitié, des liens de coopération. Je terminerai en saluant tous les Français pour le soutien que nous avons eu. Au programme de cette rencontre, des enjeux économiques. Alléger la dette de la Côte d'Ivoire, encourager les investissements privés et solliciter l'appui de Paris auprès des institutions financières internationales. Pour ce qui est des intérêts liés à la sécurité nationale, Alassane Ouattara souhaite pérenniser la présence des forces militaires françaises sur place. Demain, il procédera à une remise de décoration lors d'une cérémonie à l'ambassade ivoirienne. Au Sénégal, la candidature inattendue de Youssou N'Dour a fait un véritable buzz planétaire. Et lors du dépôt de son dossier pour sa validation au Conseil constitutionnel, Youssou N'Dour a été le plus remarqué des candidats hier à Dakar. Accompagné d'une délégation composée de tous les corps des métiers représentatifs de la société sénégalaise, la star internationale a entrepris une marche pour se rendre au Conseil depuis son domicile. De nombreux candidats sont déjà venus déposer leur dossier. La date limite de dépôt de candidature est fixée à ce vendredi, à ce 26 février, au plus tard à minuit. Des précisions avec notre correspondante Lalassi. Sa candidature inattendue a véritablement fait un buzz planétaire. Et lors du dépôt de dossier pour sa validation au Conseil constitutionnel mercredi à Dakar, Youssou N'Dour a été le plus remarqué des candidats. C'est accompagné d'une délégation composée de tous les corps de métiers représentatifs de la société sénégalaise que la star internationale a entrepris une marche pour s'y rendre depuis son domicile, situé à quelques encablures du Conseil constitutionnel. Depuis la veille, de nombreux candidats sont venus déposer leur dossier. La date limite du dépôt de candidature est fixée à ce 26 février, au plus tard à minuit. À l'issue des délibérations, une liste des candidats autorisés à se présenter à l'élection présidentielle sera rendue publique par les 5 sages du Conseil constitutionnel.
Ça y est, c'est officiel et c'est une première. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a débuté ce jeudi au Sénégal. Une mission déployée sur l'ensemble du territoire. Au total, plus de 90 observateurs issus de la plupart des 27 États membres de l'Union européenne suivront la pré-campagne et la campagne électorale jusqu'à la publication des résultats. Précision Lalassi. C'est pour marquer le lancement officiel de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal, dite MOUE Sénégal, qu'une délégation a fait face à la presse locale et internationale jeudi à Dakar. Nous devons être neutres, impartials et indépendants. Et ces trois mots sont cruciaux pour la crédibilité et le sérieux du rapport final qu'on sortira. Au total, 90 observateurs issus de la plupart des 27 États membres de l'Union européenne et des pays partenaires tels que la Norvège, la Suisse et le Canada auront pour tâche de superviser tout le processus électoral. Ce qu'on prendra en compte, nous, c'est est-ce que la loi est respectée? Est-ce que les candidats ont accès aux médias de façon équitable? Est-ce que les droits de chaque citoyen sont respectés? Est-ce que le Sénégal, en somme, est-ce que le Sénégal répond aux obligations et engagements du Sénégal vis-à-vis des chartes qu'elle a signées. Déployés dans les 45 départements du Sénégal, ils auront pour tâche de surveiller la sensibilisation des électeurs, les préparatifs logistiques, le déroulement du scrutin, le comptage des voix, la publication des résultats et la phase de contentieux pré- et post-électoral. Les autorités nigérianes ont procédé à quelques 200 arrestations après les attentats à la bombe ou par arme à feu la semaine dernière dans la ville de Kano, au nord du pays. La plupart des personnes arrêtées sont des mercenaires tchadiens, selon une source policière de haut niveau sous couvert de l'anonymat. Cette même source a soutenu qu'il y avait des indications selon lesquelles les Tchadiens avaient été payés pour participer aux récentes attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram. Sous forte pression, le président Goodluck Jonathan a limogé mercredi le chef de la police et ses 6 adjoints et a annoncé une réorganisation urgente de cette institution. La police avait été vivement critiquée après l'évasion la semaine dernière de Kabirou Sokoto, le principal suspect dans le plus meurtrier des attentats de Noël. L'un des principaux opposants burundais, Alexis Chindouge, a été libéré ce mardi après 14 jours passés dans un commissariat de police de Dar es Salaam en Tanzanie. Il a été expulsé vers l'Ouganda alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international de la justice du Burundi. Président du parti MSD, Mouvement pour la solidarité et la démocratie, et ancien journaliste, d'ailleurs désigné parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine américain Times en 2008, à Bujumbura, cette affaire apparaît en tout cas comme un fiasco politico-diplomatique. Reportage Maxalix Mouchiutsi et Dimboulouyo. Arrêté le mercredi 11 janvier dernier à son arrivée à l'aéroport international de Dar es Salaam, l'ancien journaliste est devenu opposant politique burundais Alexis Sinduhije vient d'être relâché par la police tanzanienne après 2 semaines d'incarcération. Mais pourtant, un mandat d'arrêt international avait été émis à son encontre par la justice burundaise. 2 infractions sont retenues à sa charge. L'infraction d'assassinat dans le dossier du docteur Kassim Manalan et l'infraction d'assassinat de son domestique qui répond au nom de Nzi Sabila. Mais il y a aussi un autre dossier qui est tenté d'être suivi au niveau du parquet de la République à mairie de Bujumbura en rapport avec la circulation des armes et les bandes armées qui sont constituées dans notre sous-région. La libération de Sinduhije arrive alors que la justice burundaise avait déjà entrepris les démarches pour obtenir son extradition, mais le porte-parole du gouvernement affirme qu'il n'y a jamais eu de mandat contre lui. Sinduhije était entre les mains de la police et de la justice tanzanienne. Laquelle police devait fournir les éléments nécessaires pour convaincre la justice de le maintenir ou de le relâcher. Et comme les éléments n'auraient pas été réunis pour le maintenir en prison, en détention, c'est normal que la justice décide de libérer la personne. À sa sortie de prison, Alexis Sinduhije a regagné la France où il vit en exil depuis août 2010.
Évincé du pouvoir en 2009 et en exil depuis en Afrique du Sud, Marc Ravalomanane a pris samedi un avion pour Madagascar qui a dû faire demi-tour en plein vol, ça vous le savez. André Rajoelina lui interdisant d'atterrir, craignant, a-t-il dit, des troubles à l'ordre public si Ravalomanane était arrêté. La communauté des 15 pays d'Afrique australe a demandé ce jeudi à Madagascar de promulguer les lois d'amnistie d'ici au 29 février afin que l'ex-président déchu Marc Ravalomanane puisse revenir sans être arrêté. Léon Mugesera est au Rwanda depuis ce mardi. L'homme considéré comme l'idéologue de génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 a été remis entre les mains de la police rwandaise après son extradition par le Canada. Ce linguiste originaire du nord du Rwanda, qui vit au Canada depuis 1993, avait réussi à repousser son extradition durant plusieurs années grâce à de multiples recours judiciaires. Il est réclamé par la justice rwandaise depuis 1995 pour un célèbre discours prononcé en novembre 1992 lors d'un meeting de son parti. Il sera présenté aux autorités judiciaires dans 3 jours pour répondre aux accusations portées contre lui. Reportage Jérôme Mugabo. Récemment, j'ai dit à un orgueilleux membre du PL que l'erreur que nous avions commis en 1959 est de vous laisser partir. Je vous informe que vous êtes originaire de l'Éthiopie et que vous passerez par la rivière Nyabarongo pour y retourner vite. Sachez bien, celui que vous ne décapiterez pas le fera à son tour contre vous. 20 ans après son fameux discours anti-Tutsi prononcé le 22 novembre 1992 à Kabaya, l'ex-vice-président de MRN2, le parti au pouvoir dans le province du nord du Rwanda, Léon Mugesera, dont l'extradition a été souhaitée par l'État rwandais pendant plus d'une décennie, a finalement posé ses pieds sur le sol rwandais. Une trentaine de gens sont venus voir son arrivée. Nous avons grandi en attendant parler de Mugesera. Nous avons souhaité bien le voir, mais la police nous a interdit. Le secrétaire exécutif de IWUKA, l'association des rescapés de génocide, a manifesté sa satisfaction. Nous sommes contents que cela arrive. Mugesera a commis le crime au Rwanda. Que cela soit une leçon à tout le pays qui garde toujours les criminels rwandais. Il faut qu'ils soient jugés au Rwanda. La première personne officielle à pouvoir commenter sur l'arrivée de Mugesera au Rwanda, c'est la ministre des Affaires étrangères, Madame Louise Mushikiwabo. Le 23 janvier, sur sa page Twitter, elle a dit « La déportation de Mugesera, quoique retardée durant 2 décennies, est une bonne nouvelle pour un peuple commis à la justice et réconciliation. » Le déroulement du procès Mugesera sera annoncé bientôt. 6 mois après son élection par le 6e congrès extraordinaire du parti, le secrétariat permanent du PCT, Parti congolais du travail, a fait le bilan de son exercice. Un exercice marqué par 2 points stratégiques, la revitalisation et l'ouverture du parti à d'autres militants et forces politiques. Reportage Boris Agapit Niatoloka. Au Congo-Brazzaville, le secrétariat permanent du Parti congolais du travail, parti au pouvoir, a fait le point des 6 mois d'exercice depuis son élection par le 6e congrès extraordinaire du parti tenu du 21 au 25 juillet dernier. À la faveur d'un échange avec la presse locale et internationale, le secrétaire général de cette formation politique a présenté 7 actions qui ont été menées à travers le pays avec 2 points d'ancrage, la revitalisation et l'ouverture du parti, ligne directrice définie par le dernier congrès. Nous avons fait 110 737 nouveaux membres du Parti congolais du travail. Ce n'est pas rien. En 2 mois, c'est un véritable exploit réalisé. Ce bilan ainsi fait place l'ensemble du parti devant 3 principaux défis, à savoir mettre en place 2 organisations, l'une de jeunesse et l'autre des femmes, remporter les prochaines élections et doter le parti d'un nouveau siège. À partir du 25 février 2012, chacun, en fonction de sa situation spéciale, est prié de se présenter au siège du Parti congolais du travail avec sa contribution matérielle ou financière. Les 100 premiers contributeurs
et les 25 premiers plus gros contributeurs verront leur nom porté sur la plaque inaugurale du siège du Parti congolais du travail. Le jeu de questions-réponses avec les chevaliers de la plume et du micro a permis au secrétaire général du PCT de mettre en relief les faits attendus. Déclarer close la campagne spéciale d'adhésion et rendre permanente l'ouverture du parti aux autres forces politiques. Le Burkina Faso voudrait tirer profit de sa position centrale au cœur de l'Afrique de l'Ouest pour faire de Ouagadougou un carrefour aéroportuaire ouvert sur les capitales voisines. L'État a donc fait le choix de développer des services aéroportuaires modernes. Depuis quelques années, l'aéroport de Ouagadougou est en chantier. Le gouvernement a entrepris de rénover cette plateforme pour la rendre aux normes internationales dans le but d'attirer de nouvelles compagnies aériennes. Les travaux sont presque terminés et c'est une infrastructure pratiquement transfigurée qui s'offre aux usagers. Adjima David Thiombano. Du durée de chaussée, donc, on est passé au R+1 et on a ajouté le salon ministériel. Plus grand, plus moderne, plus confortable et surtout plus respectueux des normes internationales en matière de sûreté et de sécurité. Voici comment le ministre des Transports présente l'aéroport international de Ouagadougou qui vient d'être entièrement rénové. Donc nous avons pu tripler les surfaces. Et c'est ainsi que nous avons plus d'espace pour le hall départ. À l'arrivée également, nous avons plus d'espace. Nous sommes passés pour les banques d'enregistrement, de 5 banques d'enregistrement au départ à 11 banques d'enregistrement aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons dire donc que l'aéroport de Ouagadougou remplit toutes les normes de sûreté et de sécurité. Le Burkina accueille chaque année en moyenne 400 000 passagers par an, alors que l'aéroport était conçu pour accueillir 200 000 personnes. Avec ces nouveaux aménagements, l'aéroport international voit ses capacités d'accueil multipliées par 3. Ces travaux ont permis quand même depuis 2006 de faire venir 8 nouvelles compagnies internationales au Burkina Faso. Ce qui veut dire qu'il y a eu l'effet d'appel attendu et que les compagnies, bien qu'il y avait les désagréments liés aux travaux, ont compris qu'il y avait une vision. La grande ambition du Burkina, c'est de faire de Ouagadougou un carrefour aéroportuaire international ouvert sur les principales capitales d'Afrique de l'Ouest, situé pour la plupart à 1 heure de vol. Mais la position en plein centre-ville de l'aéroport ne lui offre pas de perspective de développement. Il faut compter désormais avec le projet d'Onsin, dont la construction démarre dans quelques 12 mois. Le ministre néerlandais de la coopération est au Bénin pour la gestion de l'eau. Un mémorandum vient d'être signé entre le Bénin et les Pays-Bas pour soutenir la coopération dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Les Pays-Bas vont débloquer 10 milliards de francs CFA, soit environ 19 millions de dollars américains, d'ici 4 ans. Reportage Boris Agapit Miatoloka. L'eau n'est pas qu'indispensable. Au Saint-Exupéry, elle est la vie. Raison pour laquelle bien des infrastructures sont construites pour permettre aux Béninois d'en avoir de potable. Ce sont justement ces infrastructures qui préoccupent la délégation bénino-néerlandaise. Dans les communes de Dangbo et Adjohun, elle a visité les sites d'adduction d'eau et les infrastructures de forage. Sur le parcours des Agégués, la délégation a pu constater de visu les activités qui s'exercent sur l'eau et dans les environs immédiats. Tous les enfants qui naissent au bord de ces écosystèmes deviennent inéluctablement des pêcheurs. Et c'est sur ce plan d'eau qu'ils cherchent leur subsistance. À la vue des potentialités béninoises, de l'entretien des ouvrages et de la participation des populations, les Pays-Bas choisissent le Bénin parmi les pays qui vont bénéficier de la coopération néerlandaise pour les prochaines années. Un mémorandum a été signé ici, à Ouinhi, sur la gestion de l'eau. Un nouveau pas qui consacre la consolidation de la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas. Ce mémorandum offre l'occasion d'intensifier et de soutenir la coopération entre le Bénin et les Pays-Bas par la mise en œuvre d'une plateforme technique. Cette plateforme, qui sera co-facilitée par les partenariats nationaux de l'eau de nos deux pays, devra permettre d'aborder les thèmes de la gestion intégrée des ressources en eau, de l'eau pour la sécurité alimentaire. Si l'expérience se confirme notamment par un meilleur entretien des ouvrages d'assainissement et d'eau, le Bénin gagnera beaucoup du partenariat Bénin-Pays-Bas.
C'était un reportage de Massimien Benou. Dans le reste de l'actualité, en France, après son meeting au Bourget et la semaine dernière, qui avait réuni plus de 10 000 personnes, le candidat socialiste à l'élection présidentielle, François Hollande, a dévoilé son programme aujourd'hui à la Maison des Métallos, au lieu du syndicalisme à Paris. Il a présenté un programme chiffré basé notamment sur 60 propositions et 4 principes: lucidité, volonté, justice et clarté, avec comme objectif l'équilibre budgétaire avant la fin 2007. Récit Moïse Moukoro. Redresser la France en 60 points, c'est ce que proposent les candidats socialistes. Au cœur du projet, la finance et la réforme fiscale. Ils prévoient entre autres l'augmentation de 15% du bénéfice des banques, mettre fin aux stock options, encadrer les bonus et taxer les transactions financières. François Hollande a notamment confirmé la création de 60 000 postes dans l'éducation. Le coût total de ces mesures atteindra 20 milliards d'euros avec un objectif clair: zéro déficit en 2017. Le programme qui, selon lui, repose sur 4 principes. Le premier, c'est la lucidité sur la gravité de la situation. Le second principe, c'est la volonté pour changer. Le troisième principe, c'est la justice. Justice pour les Français qui l'attendent. Et comme quatrième principe, les candidats du PS proposent une clarté sur les financements publics. Les réactions de la droite ne sont pas faites attendre. Selon Valérie Pécresse, ministre du Budget et porte-parole du gouvernement, le projet du candidat socialiste met en péril le modèle social et la crédibilité de la France. La présentation de ce projet du candidat socialiste intervient à quelques jours de son grand discours du Bourget, qu'il a déjà sans doute relancé dans la course à l'Élysée. À moins de 100 jours de l'élection présidentielle, François Hollande reste toujours en tête des sondages avec 31% des intentions de vote au premier tour, contre 25% pour Nicolas Sarkozy. Notre édition s'achève. Je vous rappelle les principaux titres. Hadot et Nicolas Sarkozy ont signé cet après-midi à l'Élysée un nouvel accord de défense et de sécurité entre la France et la Côte d'Ivoire à l'occasion d'une visite d'État de 3 jours du président ivoirien en France. Lors d'une brève déclaration à la presse, le président français Nicolas Sarkozy a aussi fait part de son admiration pour le courage et la ténacité du président ivoirien qui a une obsession: asseoir durablement la démocratie. Extradé et réclamé par la justice rwandaise pour incitation au génocide par le Canada, Léon Bouguessera est arrivé mardi soir à l'aéroport de Kigali. À son arrivée à Kigali, Léon Bouguessera a été accueilli par des policiers qui lui ont passé les menottes avant de le conduire vers une prison réservée aux criminels de guerre. Et puis les Pays-Bas vont débloquer 10 milliards de francs CFA d'ici 4 ans pour soutenir les programmes d'assainissement et d'eau au Bénin. Cette aide est prévue par un mémorandum d'entente qui aborde les thèmes de gestion intégrée de ressources en eau, l'eau pour la sécurité alimentaire et puis l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement relatif à l'eau et l'assainissement. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une nouvelle édition sur Télésud. Place maintenant à vos programmes favoris. Tout de suite, Logisté Sport présenté par Ahmed Parezo. Et puis bonne soirée et à demain.